Bonjour Sophie et bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette première interview de la série Expresso Libre, qui est une série d'interviews d'entrepreneurs que j'affectionne beaucoup et que je trouve très inspirant. Et donc aujourd'hui, pour ce premier épisode de cette série d'interviews, j'accueille Sophie Marette. Voilà, que j'avais envie de vous faire découvrir et avec qui j'avais envie de discuter pour un moment d'échange autour d'un café, en toute simplicité, en toute convivialité et, voilà, et dans la bonne humeur. Parce que je crois que c'est vraiment une des choses qui caractérise Sophie, à mes yeux. Et voilà, donc Sophie, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir, avec un très grand plaisir. Même merci d'avoir accepté mon invitation, parce que je crois que c'est ta première interview Oui, vidéo. c'est la première. Donc, je suis très contente d'être la première à te faire passer le cap. C'est un plaisir pour moi. Et voilà, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de toi, de ton parcours, de qui tu es en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur. Mais tout d'abord, j'avais envie de te demander si tu étais plutôt thé ou café. Alors à la base, beaucoup plus thé que café. Le café est entré dans ma vie beaucoup plus tard avec mon mari qui détestait ça et puis qui a découvert ça grâce à un collègue italien qui lui faisait boire des cafés délicieux. Donc le café est entré dans notre vie. Maintenant, on est quand même très café, hein. David nous prépare des cafés vraiment bons. Alors les deux. Alors les deux, thé et café. Mais parce qu'en même temps, pourquoi choisir? euh, Du coup, justement, en me disant que tu étais, que le café est entré plutôt tard dans ta vie, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de toi, de ton parcours, de qui tu es en fait, et de ce que tu as vécu qui t'a amené à là où tu en es aujourd'hui. Alors la profession que j'ai embrassée à la sortie de mes études, c'est avocate. Ce qui m'a mené là, plein de choses, je crois. À la base, surtout l'envie d'un métier intellectuel, mais dans les sciences humaines, et le besoin d'un métier où ça bougeait beaucoup, parce que j'ai envisagé psycho à la sortie de mes études secondaires. Mais j'avais l'impression que c'était un métier où j'allais rester assise toute ma journée dans un fauteuil à écouter les gens parler. Et comme j'ai beaucoup la bougeotte, ça me paraissait compliqué de faire ça toute la journée. Et donc, le métier d'avocat m'a attirée. Donc, c'est ce que j'ai fait à la sortie. Je suis toujours avocat au jour d'aujourd'hui. En cours de carrière, j'ai vécu de plus en plus mal le fait d'être tout le temps coincé dans le conflit. C'était une ambiance assez oppressante et surtout l'impression, même quand on arrivait au bout des litiges, même quand je gagnais les dossiers, il y avait toujours quelque chose de lourd qui restait parce que j'avais l'impression que le système était absurde et que ce n'était que des solutions provisoires et que tôt ou tard, les conflits allaient ressurgir, ce qui est le cas. Je fais beaucoup de droit familial. Et donc, j'ai énormément de clients certains que j'accompagne depuis 17 ans parce que ces conflits sans fin, alors certes, c'est rémunérateur, mais ça a quelque chose de vraiment très frustrant et de difficile. Et donc, je me suis formée à la médiation civile et commerciale. Ça a été une révélation à deux niveaux. Le premier, c'est qu'effectivement, un conflit, ça peut être autre chose qu'un enfer sans fin. Ça peut être l'occasion d'évoluer, de passer à autre chose, de changer une situation qui ne fonctionne plus. Et puis, j'ai rencontré là des formateurs qui étaient passionnants, qui avaient des parcours de dingue. Je me suis dit, ah oui, et donc c'est bateau, mais à l'époque, ça n'était pas tant que ça pour moi. Et donc, on peut avoir un diplôme universitaire ou autre, sans être figé dans une profession. Et il y en a certains qui avaient fait plein de métiers, des trucs de fou, quoi. Et donc, ça a commencé à me titiller. Au départ, je me disais que ça, c'était pas pour moi. Moi, j'avais un diplôme de droit et en plus, le droit, c'est vraiment très, très local. Je veux dire, j'ai un diplôme en droit belge. J'ai fait énormément de droit familial et de droit privé pendant ma carrière. Et donc, c'est pas le truc qui s'exporte à New York, hein.
Et donc, j'avais l'impression d'être coincée dans cette case et soit de rester avocat, soit de devenir magistrat, mais ça, ce n'était pas du tout un métier qui m'intéressait, soit de partir dans le privé, d'être juriste d'entreprise, mais ça m'attirait encore moins parce que j'aime vraiment bien ma liberté d'indépendante. Ouais. Elle est très, très chère depuis le premier jour. Et donc, petit à petit, cette idée a fait son chemin, d'abord en souterrain et puis de plus en plus présente, de ce que peut-être il y avait d'autres possibilités que de rester enfermé dans une seule profession. Je me suis formée alors au coaching. Et puis, dans le cadre du coaching, j'ai découvert le personal branding. Et là, ça a été vraiment ça a été la révélation parce que c'était vraiment le truc que j'avais envie de faire. Donc maintenant, j'ai les deux casquettes. Je suis toujours avocate, mais je fais aussi de l'accompagnement d'indépendantes qui souhaitent se créer une entreprise sur mesure. Ok, donc là, tu es en cours de transition ou tu veux continuer à faire les deux en parallèle ou l'idée, ça serait de switcher À la base, j'ai imaginé faire les deux en parallèle et puis j'ai trouvé ça extrêmement compliqué, donc je me suis dit j'arrête. Et puis, ces derniers temps, alors que la fin est proche, je me dis pourquoi pas rester quand même, peut-être. Ce métier a quand même des aspects très, très excitants. Donc, je ne sais pas. Finalement, il n'y a pas de... J'ai le choix, je suis libre de choisir et il n'y a pas de... J'ai pas d'échéance ou de... Oui, en Donc, fait, voilà, là, c'est juste un choix qui est complètement personnel, en fait. Il y a vraiment eu une période où j'étais vraiment très fort lassée et carrément dégoûtée par la profession d'avocat. Et puis, je me suis débarrassée de tout ce qui me déplaisait fortement dans cette profession. Et ce qui me reste, j'aime bien. Okay. Alors, on va voir. Okay. Parce qu'après, c'est aussi au niveau de l'organisation, c'est compliqué. Parce que ce sont deux professions très, très exigeantes au niveau de la charge mentale. Il n'y en a pas une qui est purement alimentaire et l'autre, elles sont toutes les deux vraiment très, très, très prenantes. Donc, c'est ça qui est... C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un équilibre si tu veux continuer les deux. Donc, en fait, si je comprends bien, du coup, ça veut dire que tu as toujours été indépendante. Je n'ai connu que ça. Tu n'as connu que ça. J'ai travaillé comme salariée quand j'étais étudiante. C'est tout ce que j'ai connu comme travail à patron. Ok. Et du coup, le fait d'avoir toujours été à ton compte, mais là, du coup, de changer d'activité ou de rajouter une activité à ton arc, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou est-ce que, voilà, parce que tu es déjà entrepreneur, ou est-ce que tu rencontres quand même des challenges comme on peut en rencontrer quand on passe justement du salariat à l'indépendance? Souvent, on est confronté à la découverte de ce que c'est qu'être un entrepreneur, ce que c'est qu'être indépendant. Est-ce que, voilà, toi, tu rencontres aussi des challenges ou est-ce que du coup, c'est très fluide pour toi de rajouter cette activité de coaching et de personal branding? C'est à la fois les deux. C'est à la fois fluide parce qu'effectivement, tout ce qui relève du statut d'indépendante, etc., ça fait 17 ans que je vis avec et donc ce n'est plus, enfin, c'est quelque chose d'automatique. Je vois mes copines entrepreneurs qui débutent maintenant, qui ont été salariées, pour qui c'est super compliqué, toutes ces questions administratives, comptables, ce qui relève du business model, etc. Moi, c'est mon business model, c'est mon modèle de départ. Je veux dire, c'est sur ce modèle-là que notre ménage fonctionne et que ma vision financière fonctionne. Donc ça, forcément, ça n'a pas été compliqué. Là où c'est plus compliqué, par contre, c'est d'une part ce que je te disais par rapport à la charge mentale. Ce sont deux métiers très exigeants et donc il n'y a pas une activité où je peux me dire oh, ça, c'est pas ma boîte et je me tracasse pas. Et puis voilà, ce sont deux navires pour lesquels je suis aux commandes et où je dois m'assurer que ça fonctionne sur tous les fronts. Et ça, c'est doublé. Ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième, c'est que ce sont deux... Même si avocat, c'est un métier totalement indépendant, en plus, je travaille seule, c'est un métier qui est quand même très balisé. C'est un métier qui existe depuis des siècles et avec une manière de fonctionner qui est celle de tous les avocats, avec des petites différences personnelles, mais grosso modo, on a tous plus ou moins le même mode de fonctionnement. Et puis, les personnes savent ce que fait un avocat et savent que si elles ont besoin d'un avocat, elles tapent avocat dans Google et
et si elles sont dans ma région, elles arrivent chez moi. Enfin, en tant qu'avocat, je ne cherche jamais de clients, j'en refuse, mais je n'en cherche pas. Par contre, dans l'accompagnement des indépendantes, c'est une profession qui est relativement neuve. C'est même une profession qui est finalement sur mesure parce que j'ai été chercher dans différentes activités, celles qui me plaisaient moins, et j'en ai fait ma propre offre. Et donc là, c'est plus compliqué. Rien que pour expliquer ce que je fais, il ne suffit pas juste de dire je fais ça, il faut rentrer dans les détails, et puis chacun a sa vision qui n'est pas nécessairement juste, etc. Donc c'est plus compliqué d'expliquer ce que je fais, et c'est aussi moins simple de trouver des clients, évidemment, parce qu'une personne ne cherchera mon activité dans Google. Et donc c'est une toute autre approche, parce que oui, de la com en tant qu'avocate, je n'en ai jamais fait. Ouais, donc du coup, il y a toute cette ouverture, en fait, c'est-à-dire de passer de recevoir, j'allais dire entre guillemets passivement les clients, enfin en tout cas les clients viennent à toi toutes seules, à maintenant avoir une démarche où tu vas aller. D'ailleurs, est-ce que tu vas chercher des clients? Quelle est ta démarche par rapport à ça justement, en fait, de développer ta clientèle en personal branding? Je ne fais jamais du démarchage. Je n'aime pas ça, je n'aime pas démarcher et je n'aime pas démarcher. Par contre, c'est sûr que je donne beaucoup plus de visibilité à cette activité-là, je veux dire volontairement, consciemment, que ce que je n'ai fait pour avocat. Mais le fait d'être dans certains réseaux, le fait de participer à des formations, le fait de collaborer, ce genre de choses, fait que les gens arrivent à moi. D'accord. C'est essentiellement par ces créneaux-là, oui, que les clientes arrivent dans la deuxième activité. C'est un travail de réseau, en fait. Enfin, ouais. on va dire une démarche de réseau. Oui, c'est essentiellement du réseautage, oui. Ouais. Et c'est celle qui me plaît le plus. Pour moi, il n'y a pas de bonne formule. La bonne formule, c'est celle dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on est naturel et dans laquelle c'est un plaisir de faire ce qu'on fait. Ouais. Et alors, justement, tu disais, j'ai pris dans différents métiers ce qui me plaisait le plus. Alors, quels sont ces éléments qui te plaisent et dont tu as composé ta propre activité? Alors, j'ai été chercher dans le coaching tout ce qui relève de l'écoute. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. C'est quelque chose que je faisais volontiers et je fais toujours volontiers avec mes amis. Mais j'aime vraiment beaucoup me mettre dans une posture d'écoute parce que je trouve qu'elle est magique. Elle permet de faire émerger chez la personne qui est en face des trucs auxquels on n'arrive jamais quand on psychote tout seul dans son coin et qu'on tourne en rond. Le fait d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est ouvert, bienveillant et confiant, parce que la posture du coach est confiant. Moi, je pars toujours du principe que si quelqu'un arrive devant moi avec une envie, un projet, c'est que ce truc est juste pour lui et qu'il ne peut que fonctionner. Et donc, cette confiance, elle fonctionne en miroir. J'ai connu la même à l'époque où je devais accoucher de mon premier bébé. Je voulais accoucher sans péridurale et j'étais suivie par une aptonome. Et je lui ai dit, moi j'ai lu du bouquin là-dessus et j'aimerais bien accoucher sans péridurale, mais ça me paraît quand même pas... J'avais eu des problèmes de santé au niveau du poumon en plus, donc c'était récent et je n'étais pas à l'aise avec ça. Et elle me dit, mais moi je sais que tu en es capable. Et ce truc a été magique, alors qu'elle n'en savait rien au final, peut-être que je ne l'aurais pas été. Juste, elle l'a dit et ce truc a été... Le pouvoir de cette bête phrase a été infini, quoi. Et donc ça, c'est ce que j'aime dans le coaching, c'est le fait de pouvoir écouter et permettre à la personne de déposer, d'aller chercher des choses dont parfois elle n'avait même pas conscience, juste parce qu'on a tendance à boucler dans le rationnel. Et puis d'insuffler l'énergie, la confiance. Donc ça, c'est l'aspect coaching. Et puis alors, je me suis formée au personal branding. Et alors là, c'est tout ce qui est exploration du projet. Quelles sont les causes qui m'animent, quels sont les clients avec qui j'ai envie de travailler, et pas les clients avec qui je dois travailler en fonction de mon parcours, de mon diplôme et de non, juste vraiment les clientes. Je suis assise face à elles et c'est waouh! Au niveau de l'offre, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir et pas qu'est-ce que je dois offrir sur base de mon diplôme et de machin et de mes compétences, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire moi? Quelle est ma recette perso? On est là-dedans. On est aussi dans tout ce qui touche à la communication. On en parlait il y a quelques minutes de ok, j'ai une activité, elle est super et elle va changer le monde, mais il faut quand même qu'elle soit connue d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Qu'est-ce qui fonctionnera le mieux de manière simple et kiffante.
Et puis alors, le troisième aspect, en plus du personal branding et du coaching, mais ça, c'est vraiment mon dada perso, c'est que j'adore tout ce qui touche à la créativité. J'adore tout ce qui est créativité introspective. Et je l'utilise énormément dans les accompagnements. Alors, pas du tout, c'est toujours le truc qui fait un petit peu peur quand on parle de créativité, c'est cette impression qu'il faut être un artiste capable de faire du beau, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Tout le monde est capable de dessiner un bonhomme allumette. Et ça part de ça part de dessin, de collage, d'écriture. Et alors, à quoi ça sert dans tes accompagnements de t'appuyer sur ces outils-là, en fait, ces outils créatifs? D'une part, c'est super gai. Ouais. Ça permet de sortir de ce cadre très rigide. Un peu tout à l'heure, quand je te parlais de j'ai eu peur d'être psy parce que je croyais que j'allais rester assise avec mes petites lunettes rondes pendant 10 heures d'affilée, écouter des gens parler. On sort complètement de ce truc et on est en mouvement et c'est gai, c'est coloré, c'est une sortie de cadre. Et d'autre part, parce que c'est hyper efficace au niveau de l'introspection, les techniques créatives. Quand on veut aller chercher des choses qu'on a au fond de soi et qui sont masquées soit par nos croyances limitantes, par nos peurs, par tous les soucis du quotidien qui nous encombrent l'esprit, par les idées préconçues qu'on a sur tel ou tel truc. La créativité, ça permet d'aller chercher des choses où chaque fois, c'est « waouh, oui, évidemment oui !» Et en même temps, comment j'y ai pas pensé plus tôt? Parce que notre cerveau intuitif peine à s'exprimer avec le langage verbal et que le dessin, le collage ou même l'écriture en mode automatique, ça permet d'aller chercher des trucs incroyables. Et en plus, ce que j'aime bien avec la créativité, avec les exercices créatifs comme ça, c'est qu'après, on a un support matériel de ce qui vient de se passer. Oui. Je pense à un truc, par exemple, où il y a une visualisation et après la visualisation, on fait un collage. Le collage, on l'a pour toute la vie et chaque fois, on peut aller rechercher cette image qui nous reconnecte à cette énergie. Ce n'était pas juste du blabla qu'on a fini par oublier. Il reste quelque chose de concret. J'adore ça. L'image qui me vient en t'écoutant, je me dis, c'est comme, tu sais, enlever les œillères qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'on peut être sur son projet, sur des comment dire, des questionnements très pratiques ou très techniques par rapport à son métier, par rapport à l'administratif, par rapport à la com, par rapport… Et que des fois, il y a des choses, justement, du coup, on a ces œillères-là, techniques, et on ne voit pas l'ensemble des possibilités qui s'ouvrent à nous, où on va avoir du coup des obstacles, mais on va avoir la barrière devant, et puis à cause des œillères, on ne va pas voir la porte ouverte juste à côté. Et en t'entendant parler, j'avais cette image en fait d'enlever les œillères pour pouvoir voir les portes en fait qui sont un petit peu plus loin ou créer sa propre porte. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment sortir de quelque chose de rectiligne ou de circulaire et de… Ouais. Alors qu'on ne voit qu'une possibilité, là tout à coup, il y en a 5000 qui s'offrent à nous et puis 5000 possibilités qu'on peut combiner entre elles. Et en plus, ça rend les choses moins effrayantes parce que parfois, évidemment, quand on va chercher dans ces choses qu'on a enfouies au fond de nous, on les a parfois enfouies pour des raisons difficiles, pour des choses qui sont difficiles pour nous. Et se dire, je vais me faire accompagner, et on adore ce terme d'aller lever les angles morts et aller fouiller dans les parts d'ombre, etc. C'est quand même quelque chose de très effrayant, de se dire, je vais me faire accompagner, je sais que je vais devoir aller secouer des trucs qui ne sont pas agréables du tout. Quand on part sur ces exercices créatifs, c'est toujours agréable. Alors, il y a peut-être un passage où c'est dur et le dessin ou le texte l'exprime, mais ce qui en ressort après, parce que forcément, même si on a enfoui le truc pour des raisons qui nous sont propres et à cause d'événements difficiles, à la base, on parle quand même d'envie, de désir, de kiff, de trucs qui sont dans nos profondeurs et auxquels on aspire. C'est quelque chose de beau et de coloré quoi qu'il arrive. Et ces méthodes-là, ces exercices-là permettent de se connecter à ça, de ne pas rester sur quelque chose de lourd, de noir, de sombre, d'ombre et de mort. Oui, et puis de ruminer du coup tout le temps ces pensées négatives ou ces croyances qui finalement effectivement tournent en boucle. Est-ce que toi, tu as une pratique justement créative personnelle qui t'aide dans ton quotidien de femme ou dans ton quotidien d'entrepreneur? Oui. Je suis super addict au journal créatif, qui est une méthode créée par Anne-Marie Jobin, une Canadienne, et qui
qui a une formation d'art thérapeute et puis qui a créé sa propre méthode et qui a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Et donc, elle propose énormément d'exercices créatifs. Et donc, le journal créatif, c'est un journal intime, mais dans lequel on ne fait pas qu'écrire en racontant sa journée et ses petits soucis, mais où on utilise plusieurs médias, que ce soit l'écriture, le collage, le dessin, figuratif, totalement abstrait. Enfin, il y a plein d'exercices qu'elle propose et qu'elle décline à l'infini. Elle l'a décliné sur le sujet du bien-être, sur le sujet de créer la vie qui vous ressemble, il y a des carnets de deuil, et puis il y en a d'autres, une Belge qui fait du journal créatif aussi, Nathalie Hanot, qui en a fait le tarot créatif. Et donc, elle propose d'utiliser le jeu de tarot où on dessine son propre jeu soi-même avec des bonhommes allumettes. Et après, c'est pas du tout pour se tirer les cartes et visualiser son avenir, mais juste parce que telle carte me donne telle indication qui amène chez moi telle réflexion ou telle idée, telle envie, Plus des déclencheurs, en fait. C'est ça, déclencheur, je cherchais le terme. L'idée de la carte de tarot est vraiment d'être un déclencheur plus que quelque chose qui t'annonce que ta vie va être géniale ou pourrie. Et donc, le journal créatif, je l'utilise à la base beaucoup à titre personnel et il a été d'une grande aide au moment où je m'interrogeais sur ce que j'avais envie de faire de ma vie, au moment où l'idée de reconversion est devenue de plus en plus omniprésente. Et puis, ces techniques-là, oui, je les utilise aussi. Je les utilise dans mes accompagnements et je les utilise dans mon boulot au quotidien, parce que maintenant, à chaque fois que je dois prendre une décision sur un truc qui me chipote ou je passe par une technique créative, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus amusant et plus efficace. Et donc, tu utilises des outils que tu as toi-même testés, en fait. Toujours. Et approuvés. Oui, toujours, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a des gens qui donnent des conseils, des choses comme ça, des choses qu'ils n'ont pas forcément eux-mêmes testées. Mais c'est un truc super important pour moi. Et c'était peut-être un des trucs compliqués dans ma profession d'avocat, c'est que j'avais pas nécessairement rencontré toutes les situations dans lesquelles mes clients se trouvaient. Ouais. Ma façon d'envisager les dossiers familiaux, par exemple, était très différente le jour où j'ai moi-même été maman, évidemment. C'est très facile de donner des conseils sur ce qu'il faut faire avec les enfants quand on n'a aucune idée de ce que c'est que d'avoir des enfants. Ouais. Oui, mais c'est sûr que... J'ai la chance de ne pas avoir connu de divorce. Je suis toujours avec David, que j'ai rencontré en 2001. Et donc, voilà, ça c'est une situation où je pouvais aider les gens sur le plan juridique. Je peux être à leur écoute. Je sais être à leur écoute, mais je ne partage pas toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Maintenant, de toute façon, on ne sait jamais avoir rencontré non plus 100% des difficultés que nos clients rencontrent. C'est pas possible. Mais ouais, dans mes accompagnements, en tout cas, les techniques, le personal branding, j'ai fait mon propre parcours moi-même. En ce qui concerne le coaching, j'ai moi-même été coachée parce que je ne me voyais pas m'annoncer coach alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était que d'être assis sur le siège du coaché. Et c'est d'ailleurs le nom de mon activité, c'est Io Labo. Et Io, en italien, ça veut dire moi. Et donc, c'est le labo de moi parce que c'est l'idée de départ. Au départ, c'était un blog. Ça ne devait pas être mon activité. Ça devait juste être un blog. J'avais envie de partager les trucs que j'avais testés. Et alors, tu m'as devancé parce que justement, j'allais te demander d'où venait le nom de ton entreprise. Voilà, tu as répondu à ma question. C'est un jeu de mots rigolo qu'a fait Romain, mon fils aîné, quand il était tout petit, où ma belle-sœur lui parlait de ce qu'elle avait, notre coffre de toit sur la voiture. Elle partait en vacances, elle avait emprunté notre coffre de toit. Et Romain lui a dit mais non, Séverine, c'est pas le coffre de moi, c'est le coffre de mon papa. D'accord. Donc, c'est devenu le labo de moi, et puis au labo. Et puis voilà. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, tu y partages quoi sur ton site ? Je partage mes humeurs et mes idées du moment. Et donc cet été, j'ai pas été hyper active sur le blog, plus sur LinkedIn, mais moins sur le blog parce que j'avais envie de faire ma course cet été. Là, j'ai vraiment envie de me remettre à écrire des articles. Mais j'aime bien, pareil, les articles, c'est toujours sous l'angle, j'ai testé moi-même. Si je parle de la procrastination, c'est parce que c'est un sujet qui m'a pris la tête pendant des lustres avant de me dire, mais finalement, ce que tu appelles procrastination n'est pas nécessairement de la procrastination, c'est juste d'agir et il y en a plein. Mais j'ai pas fait un condensé de toutes les méthodes anti-procrastine que j'avais trouvées sur le web. C'était vraiment
les réflexions que moi j'avais fini par me faire sur la question. Quand je designais le site web, je partageais sur mon blog les trucs que j'avais testés et approuvés aussi. Donc voilà, ça touche en général à la vie entrepreneuriale, mais au sens très large. Oui. Et du coup, c'est vraiment un laboratoire, c'est-à-dire que, Ouais. je veux dire, le terme, du coup, tu l'as vraiment dans ta ligne éditoriale, Ouais, c'est des trucs que j'ai testés. ouais, que tu, du coup, enfin, ouais, ta ligne éditoriale est vraiment fidèle au nom, finalement, c'est-à-dire que c'est un laboratoire de moi, c'est-à-dire qui peuvent se rapporter à tes clients et au travail que tu fais avec tes clients où ils Tout à reviennent fait. eux-mêmes, Ouais. mais aussi de toi en tant qu'entrepreneur, quelque part, de documenter ton parcours et de partager tes réflexions, tes actions, tes apprentissages, etc. Et je n'hésite pas à le faire de même dans mes accompagnements, au milieu d'un accompagnement, dire ok, ben, je viens tester ce truc et j'ai trouvé ça génial. Donc aujourd'hui, sortie de route et Ouais. on va tester ça avec toi aussi. Ouais. Si tu penses que c'est pertinent. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais j'ai besoin d'avoir validé le truc avant et j'ai besoin de me faire mon propre avis Mm. et d'avoir vécu de l'intérieur les aspects kiffants et les aspects moins sympas, quoi. Ouais. Ou les obstacles éventuels. Ouais. Euh, Du coup, tu as une vie bien remplie, deux activités, une vie de famille. Je me demandais, est-ce que tu as des choses que tu fais pour toi, pour te ressourcer, voilà, pour te ressourcer, parce que, alors on est tous différents évidemment, mais j'imagine qu'en termes d'énergie, de charge mentale, de choix à faire aussi, de priorités à choisir au quotidien, bah, tu dois être du coup pas mal sollicité. Et du coup, est-ce que tu as des pratiques qui te permettent de déconnecter un petit peu de toutes ces responsabilités? Tout ce qui est technique créative, évidemment, Ouais. d'abord. Ah, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, je lis beaucoup. J'adore lire aussi bien de tout ce qui touche au fonctionnement humain que des romans. J'ai fait le choix il y a 3-4 ans maintenant. Avant, mon cabinet était au centre-ville de Liège, qui est quand même une grosse ville bien dense. J'ai fait le choix de ramener mon cabinet à la maison. Ok. Au départ, j'étais à cheval sur les deux, donc j'avais mon cabinet à Liège et j'avais aussi à la maison. Et finalement, j'ai tout fait, j'ai tout ramené à la maison. Je fais juste encore mes consultations à Liège, mais sinon, tout mon travail de fond, je le fais ici. D'accord. Et bizarrement, ça a enlevé beaucoup de pression. Au départ, j'étais un peu hésitante d'avoir comme ça mon métier qui allait envahir ma maison. Et puis, en fait, tout ça n'était qu'une vue de l'esprit parce que de toute façon, mon métier a toujours envahi ma vie en dehors des heures de bureau. Et donc, voilà, c'est un métier vocationnel, donc il est omniprésent. Et le fait d'être à la campagne comme ça à temps plein, en soi, c'est ressourçant. Il y a Ouais. vraiment beaucoup de ne plus être dans la circulation, dans les embouteillages, dans les heures de pointe, dans ce stress permanent qu'ont les gens en ville et au bureau et de moi, je suis chez moi tranquillou avec mon teckel et j'ai un teckel, comme ça je suis obligée d'être beaucoup à la maison et Voilà. d'être beaucoup dans la nature et puis je fais un peu de sport aussi et j'adore voir des gens, donc je veille à avoir une vie sociale bien remplie. Ok. Ok, donc tu as à la fois des activités vraiment purement personnelles comme le journal créatif ou le sport, enfin, ou, voilà, ou sortir promener ton chien, et puis à la fois compléter, on va dire, par aussi une vie sociale. Ouais, C'est-à-dire que la le période. ressourcement, pour toi, c'est pas forcément se retrouver dans la solitude et le C'est silence vraiment les absolu. deux. Mm. C'est vraiment les deux. À un moment donné, j'ai aimé le confinement où tout à coup, tu sais, c'est cette ambiance un petit peu comme quand il neige, là, et que tout devient hyper calme, qu'on n'entend plus le bruit, Mm. tout devient feutré. Et là, c'était pareil. Et puis, ça a fini par devenir vraiment lourd de ne plus voir personne, d'être Ouais. privé de toutes nos soirées entre amis. Et à l'inverse, ben, quand j'étais à Liège et que j'étais en permanence avec du monde et de l'effervescence autour de moi, je surchauffais tout le temps, quoi. Ouais.
Du coup, le fait J'ai d'être chez besoin toi, de... c'est assez fluide. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, alors justement, les personnes qui passent du salariat à l'indépendance, ou même là, bah, du coup, on enregistre cet épisode, c'est septembre 2020, donc on sort de quelques mois de confinement et on est toujours, voilà, on va dire plus ou moins dans cette ambiance quand même de faire attention à nos sorties, etc. Encore que peut-être en Belgique, vous avez, parce que du coup, toi, tu vis en Belgique, tu es belge, donc vous avez peut-être des contraintes différentes de la France. Parce que nous, par exemple, on n'a pas de contraintes particulières à part porter le masque à l'extérieur. Nous, on ne peut voir que 5 personnes, toujours les mêmes, depuis début août jusqu'à fin septembre. Ah oui, donc c'est Ah vraiment ouais, beaucoup plus restrictif en fait. c'est horrible. On nous a libérés mi-mai jusqu'à fin juillet. Ouais. Et puis, paf, là, parce que les chiffres ont commencé à remonter. Donc oui, l'isolement, ça devient un sujet sur lequel on a des choses à dire. Eh ben oui. Dans les deux sens, hein, vraiment dans les deux sens. Il y a plein de trucs, alors que ça fait longtemps que je vis dans la campagne, enfin que je suis en téléworking en permanence. Et, enfin, c'est même pas du téléworking, chez moi c'est du homeworking. Ben, il y a plein de contraintes dont on était libéré au début du confinement et c'était une chouette prise de conscience. Et celle-là, je veille à ne pas les remettre dans ma vie maintenant. Ces consciences et ces trucs, je n'en veux plus. Mais à l'inverse, on se rend compte aussi à quel point juste passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est juste, c'est plus que vital. Enfin, c'est le cœur de la vie. C'est la seule chose qui compte finalement. Ouais. Le reste n'est qu'accessoire. Et donc là, ouais, j'en ai 5 moi, en théorie. On dira que le gouvernement belge ne verra pas cette vidéo. Ah ben, en pratique, on se montre créatif pour passer outre, tout en respectant la norme. Bah oui, mais oui, effectivement, 5 personnes. Donc, il a fallu choisir 5 personnes dans ton entourage Ben oui, et le truc autoriser à voir. impossible. Le truc impossible. Hein. Ben, En dehors de ta boulangère et de ton épicier et... On peut voir plusieurs personnes, mais en respectant la distanciation sociale d'1,5 mètre avec masque, etc. Autant dire que tu ne fais pas des soupers avec tes potes avec un masque et 1,5 mètre chacun l'un de l'autre. Et bah, 5 personnes. Mon mari a 2 sœurs, j'en ai une, sont toutes des enfants, on a ma maman. Enfin... Voilà. C'est une expérience à grande échelle épouvantable. Ouais. Et est-ce que tu en as ressenti des effets est-ce que ça a changé des choses pour toi, justement, dans ton appréhension de tes métiers, de ta façon de travailler Je crois que j'ai mis encore un peu plus de slow qu'avant. Il y a vraiment chez moi une grosse progression entre l'avocate hyper stressée, toujours en train de s'agiter dans tous les sens, est-ce que c'était efficace ou pas, n'a même pas le temps de se poser la question, juste il faut bouger, c'est l'effervescence totale, à un mode de vie de plus en plus slow et le confinement a encore remis une couche de « Oh, mais tu sais, quand tu vas à l'essentiel, ça fonctionne quand même tout aussi bien. » Oui, donc en fait, ça t'a permis d'enlever, on va dire, de te débarrasser d'automatisme, en fait, encore plus. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est chaque fois ce genre d'expérience. Quand on sort de notre routine, on est obligé de regarder notre routine avec un point de vue extérieur et de se dire oui, ça c'est peut-être pas très. Ouais, cette agitation-là, elle n'est pas forcément pertinente. Et ce n'est pas que moi. J'entends énormément de personnes pour qui le télétravail a été une découverte à poser du jour au lendemain comme ça, et il y a plein de prises de conscience par rapport à ça. Dans le monde de l'entreprise en général, je pense que ça ne va jamais recommencer comme avant, juste parce qu'ils se seront rendus compte qu'il y a plein de trucs qui peuvent être différents et bien plus efficaces et plus agréables. C'est ça. Et plus simple. Et que voilà, on savait bien que ce changement aurait été sympa, mais qu'on n'avait pas le temps de le faire. Puis le changement, ça fait peur. Et puis là, pas le choix, ils l'ont mis en place. Ça s'est fait très vite et très bien dans plein de boîtes. Ouais.
Oui, oui, je pense qu'il y a pour beaucoup de personnes un nouveau regard sur leur pratique professionnelle. Alors après, est-ce que les entreprises vont suivre? Bon, bah, j'imagine que ça dépendra des entreprises, mais je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se sont rendus compte voilà, que leur façon de travailler n'est pas forcément la plus saine ou sereine, tu vois. Des gens qui étaient tellement la tête dans le guidon, qui ont... Enfin, moi, je sais, je l'ai vu dans mon entourage, des gens qui d'un coup se sont dit, ah, mais finalement, je m'agite, voilà, on parlait de l'agitation, je m'agite beaucoup, enfin, euh, on perd beaucoup d'énergie dans des réunions qui servent à rien, qui durent trop longtemps, etc. Et là, bah, du coup, faut aller à l'essentiel parce qu'il y a les enfants à côté, il faut faire l'école à la maison. Donc, du coup, bah, qu'est-ce que je priorise pour avoir du temps pour tout gérer en en tant qu'entrepreneur aussi, je pense que ça nous a, enfin, en tout cas, moi, de mon expérience de cette période-là, ça m'a permis pareil, d'arrêter, tu vois, de me dire, faut que je sois dans plein d'événements en même temps, enfin, pas en même temps, mais dans plein d'événements pour être visible, etc. Et que finalement, je me dise, bah, quels sont les réseaux qui comptent le plus pour moi, où je prends plaisir à aller, etc. Voilà, pour recentrer, parce qu'on ne peut pas être... Non. Parce qu'aujourd'hui, même d'aller dans trop d'événements, c'est risqué en termes de santé publique, on va dire. Donc ouais, il y a eu pas mal de prise de conscience. Ce premier semestre 2020, tu le décrirais comment si tu devais choisir 2 ou 3 mots pour toi? Soft. J'ai vraiment eu cette impression d'une Mm. bulle de douceur et de... Instructif, parce qu'il y a vraiment eu plein de découvertes passionnantes. Et il y a quand même quelque chose un peu de l'ordre du temps perdu quand même aussi. Avec le recul, quand j'étais dedans, c'était pas conscient, mais avec le recul, j'ai quand même l'impression qu'on a eu une vie en parenthèse. Il y a un peu quelque chose qui s'est arrêté, quoi. Mm. À plein de niveaux. Mm. En même temps suspendu un peu. Ouais. Avec un côté très, très sympa et très poétique au début de la chose, et franchement mortel et morbide à la fin. Et là, aujourd'hui, quelles sont tes perspectives pour les mois à venir par rapport à ton activité notamment de coaching et de personal branding? J'ai super envie de lancer des ateliers. Ouais. Alors, je ne sais pas encore très bien si je vais les faire en ligne, si je vais les faire en présentiel ou je vais faire les deux. C'est tellement flou avec ces mesures Covid. À la fois, il y a une vraie envie chez tout le monde de se revoir en vrai. Donc, a priori, j'ai plutôt envie de faire des ateliers en présentiel. Et en même temps, bah, c'est toujours compliqué de se dire je lance l'organisation du truc pour qu'on m'annonce la dernière zine du gouvernement qui voudra que ces trucs-là se soient interdits, quoi. Et puis faire ça avec des masques, obliger les gens à rester à 1,5 m. Et, ça perd tout l'aspect convivial sympa. Donc voilà, c'est un peu, c'est ça qui est c'est ça qui est pour le moment sur ma table de travail, mais de façon un peu floue. Et puis oui, maintenant l'activité d'avocat commence quand même à diminuer nettement, et donc j'ai super envie de mettre le focus sur les accompagnements, parce que les accompagnements en individuel, ça reste mon kiff absolu. D'accord. Donc là, tu proposes des accompagnements en ligne, en présentiel, Oui. donc soit sur Liège, soit bon, en ligne worldwide. Et pour Ouais, te je contacter, propose les deux. pour te contacter, les gens, ils peuvent passer par où en fait? Soit par mon site web Iolabo, Mhm. IOLABO, où il y a le formulaire de contact, soit par mon profil LinkedIn ou par la page Facebook, je suis D'accord, accessible via les trois. d'accord. De toute façon, je mettrai tous les liens vers les endroits où on peut te trouver en Merci. ligne Merci. en description de la vidéo. J'ai regardé, je te suis sur Instagram et aussi sur LinkedIn. Et tu as un univers hyper coloré. Si ton activité devait être une couleur, ça serait laquelle? Bleu, rose ou jaune, mais rose, je crois.
Ouais. Le rose, c'est vraiment ma couleur phare. D'ailleurs, pendant des années, mon site web avocat a été rose. Il a changé il y a peu de temps, parce qu'il commençait vraiment à vieillir et que j'en étais gênée. Mais à l'origine, quand on l'a créé en 2009, il était rose, rose fuchsia. Et je me souviens que mon webmaster ne voulait pas en entendre parler. Il me disait, en tant qu'avocate, tu ne peux pas faire un site web rose, quoi. C'est pas... moi, je veux. Et je l'ai fait. Et mon site web rose, on m'en a parlé plein de fois, quoi. Les gens adoraient ce site web un peu décalé. Et Ouais. forcément, ça dégageait une image d'empathie et de soin de l'autre que j'avais vraiment envie. Enfin, c'est quelque chose qui me tenait à cœur dans mon activité d'avocate. Moi, je n'ai jamais envisagé ce métier comme un métier de gladiateur en mode rouge et noir. Donc, ouais, rose. Des trois couleurs, le rose. Le jaune pour la créativité, le bleu pour l'aspect intellectuel, mais ouais, le rose est quand même ma couleur phare. Donc, le rose, pour toi, c'est la couleur de la relation. C'est la couleur de la relation, de l'empathie, de la douceur et de Ok. l'amour. Ok. Ah, c'est intéressant que Et du coup, dans ta charte graphique, on retrouve ces trois couleurs. Oui, le logo Yolabo, c'est les trois couleurs qui s'insèrent l'une dans l'autre. Ok. Donc, ça veut dire que tu as trois piliers, la créativité, la réflexion. Donc, j'imagine pour tout le côté stratégique. Ouais. Et puis, tout ce qui va relever plus enfin, j'allais dire du soin, c'est peut-être pas le soin, mais du soi, de ce qui va venir de la personne ou toi de la relation que tu vas créer avec la personne, qui va être en fait le rose du coup. Ouais, tout à fait. Et on rejoint tout à l'heure les trois, quand tu m'as demandé quels étaient les trois ingrédients, c'était même pas conscient, hein, mais les trois ingrédients de l'activité, c'était à la fois l'écoute, la créativité et l'aspect stratégique du personal branding. Ouais. Et j'aime bien les trois, je ne sais renoncer à aucun des trois. Non, puis j'imagine que c'est ce qui fait partie de ton personal branding du coup. Enfin, Tout à fait, ouais, tout à fait. voilà, c'est tes trois axes à toi Ouais. qui fait que voilà, qui fait que tu te crées une activité sur mesure en fait. Tes clients, c'est qui, en fait, qui c'est que tu accompagnes? Qui sont tes clients qui sont tes clients idéaux? Qui sont tes clients habituels? C'est peut-être pas tout à fait. C'est peut-être Jusqu'ici, les ce sont mêmes. toujours, jusqu'ici, ce sont toujours des femmes. Alors, Ok. je n'ai aucun souci avec l'idée d'accompagner des hommes. Je l'ai fait dans le cadre de mes formations et j'aimais beaucoup, mais ce sont généralement les femmes. Je crois qu'elles sont plus à l'aise avec l'idée de mettre du développement personnel dans leur activité d'indépendante. Ouais. Les mecs ont plus de freins par rapport à ça et sont plus dans un truc très warrior et très chiffre et très. Ils restent quand même dans cette image, même si elle est un peu caricature. Parce que j'ai vu, il y a plusieurs mecs qui sont formés avec moi au coaching et qui étaient plus ouverts à tout ça, mais globalement, des femmes. Et elles sont souvent dans les métiers de l'accompagnement. Ouais. Alors, il y a des coachs, il y en a qui étaient plutôt dans le milieu de l'enseignement, mais toujours avec une optique très, très accompagnatrice comme ça. Et donc, on est toujours vers des professions libérales ou des indépendants. Ils travaillent seuls ou en toute petite structure. C'est pas, je ne travaille pas avec des grosses entreprises. Parce que j'ai très fort besoin de cette relation intuitu persona, enfin en individuel, que je ne sais pas avoir si je dois travailler sur la conception d'une entreprise, même si je connais plein de chouettes boîtes de petites PME où ils ont construit un super chouette projet d'entreprise, mais c'est pas le domaine qui m'attire. C'est vraiment les. Je n'aime pas le terme petites entreprises parce que dedans il y a petite et que comme toi, je n'aime pas les minus, mais Il je y a ne bien des sais pas entreprises comment l'appeler individuelles. autrement. Voilà. Moi, je dis que je travaille avec des solopreneurs. Parce que voilà, c'est ça, c'est un peu comme toi, je travaille pas avec des entreprises où il y a des salariés, où il y a une équipe, je travaille vraiment avec des personnes qui travaillent toutes seules ou qui ont des partenaires, mais voilà, avec qui elles vont monter des projets, mais Ouais. où elles sont solo en fait dans leur activité. Mais oui, moi non plus, j'aime pas effectivement le terme petit. Et donc des femmes, souvent solopreneurs dans le domaine de l'accompagnement en général. Et jusqu'ici, ça a à chaque fois été des personnes qui étaient en reconversion, qui à un moment donné, soit elles étaient déjà indépendantes avant et elles changeaient de domaine comme moi,
soit elle passait du salariat à l'entreprise et avait vraiment besoin de se créer un truc hors des rails et plus sur mesure, quoi, de se créer leur boîte en fonction de leur envie de contribuer, parce qu'il y a toujours une forte envie de contribuer, d'avoir un métier qui fait sens et pas juste une machine à sous. Envie de contribuer et l'envie de sortir des standards habituels. Ce qui fait peur, hein. C'est à la fois très très kiffant de se dire je vais créer mon truc, ma propre palette de couleurs, et en même temps c'est effrayant parce qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas de point de repère. Non. Et puis, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en Belgique, mais ici, dès l'école, on est conditionné pour rentrer dans le rang, suivre suivre la voie qu'on a établie pour nous. Et il y a peu d'espace, à moins qu'on ait soit une famille qui va créer cet espace-là, ou des activités sportives, artistiques, etc., qui peuvent laisser cet espace-là. Mais finalement, il n'y a pas tant d'espace que ça pour s'autoriser à sortir des sentiers battus. Du coup, de l'école jusqu'à la vie adulte, d'autant plus pour les personnes qui étaient salariées et qui ont suivi, on va dire, une carrière assez linéaire, dans le sens où voilà, elles ont fait des études, elles ont trouvé du travail dans le domaine de leurs études et que finalement, elles ont enchaîné sans trop se poser de questions. Oui, il y a beaucoup de choses à déconstruire sur le fait que c'est OK, en fait, de partir de soi. Et ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Alors, comme j'ai créé ma seconde activité, j'ai fait plein de recherches sur le web, écouté plein de podcasts, lu plein d'articles de blog, je me suis abonnée à plein de newsletters sur la manière de créer son entreprise, etc. Et il y a toujours cette injonction de faut aller vite. Et d'ailleurs, on va toujours te donner la formule pour aller vite. La super solution marketing qui va te permettre d'aller vite, la super formation qui va te permettre d'aller vite, ça ne va jamais vite. Non. Ça prend du temps juste parce qu'effectivement, il y a plein de croyances à déconstruire. Ensuite, parce qu'il faut créer sa propre recette et que pour créer sa propre recette, il faut aller à la pêche des différents ingrédients, il faut tester des combinaisons avant de se dire « Ok, ça maintenant, je suis vraiment dans le truc qui me convient. » Et encore, ce n'est jamais définitif. Ce dont je te parle aujourd'hui n'a à mon avis rien à voir avec ce que je ferai dans 5 ans et pareil pour toi. Et un métier qu'on crée toute pièce a un potentiel évolutif beaucoup plus vaste qu'un métier classique et dans les rails. Et donc, on rajoute encore une couche de complexité au truc. Et puis, ça prend du temps, parce que ça prend du temps, quoi. Et donc, il y a un mensonge qui m'énerve un peu sur ce truc de... Moi, ça m'a pris plein de temps, mais toi, ça va aller beaucoup plus vite que moi parce que je vais te donner la solution magique pour. C'est hyper culpabilisant, évidemment, parce qu'on suit plus ou moins à moitié cette solution magique qui ne débouche pas sur les projets, sur ce qui est annoncé. Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'une transformation, ça prend plein de temps. Et qu'en plus, une chose, je me suis fait accompagner plusieurs fois à différents stades du développement de mon activité. Et donc, je suis tout à fait pour l'accompagnement. Je ne suis pas en train de cracher sur les accompagnants, loin de là. L'accompagnement, ça permet d'échapper à la culpabilité, en fait. Ça permet d'éviter de perdre plein de temps à se dire « mais moi, je suis beaucoup plus lente que les autres, mais moi, je ne fais pas comme il faut, mais moi, je n'y vois pas clair, mais moi, je… » L'accompagnement, ça permet chaque fois de se transformer, de passer à un stade ultérieur. On a eu cette discussion, je crois, dans le club il y a quelques temps sur le fait que, à un moment donné, il y a un level à passer et que quand on est accompagné, c'est beaucoup plus facile de passer le level. Mais dire que ça va plus vite, j'en suis même pas sûre, en fait. À part peut-être le temps gagné à ne pas culpabiliser. Qui peut m'occuper parfois de longues heures. Oui. Je pense qu'on est capable de passer un level quand on est prêt à le faire, en fait. Ouais. Et qu'effectivement, le temps gagné, ce n'est pas ce temps qui est nécessaire pour être prêt à passer au level suivant, c'est vraiment ce temps qu'on s'économise à ruminer ou être en boucle dans notre tête ou avoir ses œillères. Pour moi, les accompagnements que j'ai suivis m'ont vraiment aidé à lever mes œillères, à voir d'autres possibles. Par contre, les caps que j'ai passés, certains m'ont pris beaucoup plus de temps que ce que j'aurais pensé parce que j'avais un travail de déconstruction de certaines choses à faire avant de pouvoir passer le cap en question. Donc,
Donc oui, pour moi, les accompagnements, c'est pas te faire sauter de cap en cap. D'ailleurs, même si tu te forces à le faire, à mon avis, c'est contre-productif parce qu'à un moment donné, si tes fondations elles sont pas solides, en fait, ton château de cartes, il s'écroule au moindre souffle de vent un peu plus fort. Mais par contre, effectivement, ça permet d'avoir un miroir qui aussi, des fois, euh, fait en sorte que la personne accompagnée va se rendre compte soit des choses qu'elle reproduit, qu'elle reproduit, qu'elle reproduit. Du coup, Ouais. du coup, elle va se dire, bon, je vais essayer d'arrêter de reproduire, je vais essayer de voir ce qui est à la source de ce mécanisme-là pour le désamorcer, ou me rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça et que je peux passer à autre chose aussi. Hein. Mais, oui, oui, enfin, moi, je sais que j'en reviens exactement comme toi, des offres qui proposent d'aller vite. Euh, parce que, euh, parce que déjà, on est tous uniques. Donc, là où quelqu'un est allé vite, la personne d'à côté, même si elle fait exactement la même chose, ça peut ne pas marcher pour elle. Et puis, parce que dans notre conception, alors après, on a une certaine aussi vision de l'entrepreneuriat. Et c'est pas pour rien que, voilà, que nos chemins se sont croisés. C'est que voilà, on ne prend pas un entrepreneuriat vraiment qui est axé que sur faire du chiffre d'affaires en faisant du dropshipping, en générant beaucoup de revenus, beaucoup de CA rapidement. Bon, moi, c'est pas ma vision, en tout cas, c'est pas ma façon de travailler, c'est pas ce qui m'intéresse dans le fait d'être entrepreneur. Mais pour un entrepreneuriat, on va dire, de sens, forcément, il y a des choses qui vont prendre du temps. Mais c'est sain pour moi, en fait, de prendre le temps. Ouais, tout C'est à fait. sain. C'est sain. De nouveau, c'est une injonction sociétale, celle qui Tout à veut fait. qu'il faut aller vite. Il faut travailler beaucoup, il faut aller vite. Ouais. Ok. Mais oui, on Ouais, s'est ou tous pas. rendu compte pendant le confinement qu'on peut travailler moins, que ça fonctionne tout aussi bien et que quand on travaille surveillé en open space ou il y a plein de fois où on fait semblant de travailler, soyons clairs, un être humain n'est pas capable d'être hyper productif 8 heures d'affilée. Et donc, ce qui était marrant, et ça je l'ai découvert en travaillant à la maison, c'était que tout ce temps passé à faire semblant de travailler ou travailler à moitié, tout ce temps perdu dans les transports en commun ou dans les bouchons, c'était du temps que je pouvais récupérer chez moi, mais à rien faire si je voulais. Je n'étais pas obligée de le rentabiliser avec du sport ou de la lecture. Ou je pouvais juste m'offrir du temps pour rêvasser. Et c'est super précieux. Ouais. Mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui est prôné par notre éducation et par notre modèle sociétal. Et ce n'est pas quelque chose dont on se déconditionne facilement. Non. Toi, Et je me suis aujourd'hui, tu te situes comment par rapport à ces injonctions-là, justement? je me rends compte que par rapport à la plupart des gens, je suis hyper cool par rapport à ça. Mais je viens de loin. De très très loin, et c'est encore loin d'être, ce ne sera jamais 100% acquis. Il y a toujours un moment donné où tu dis, mais là, je suis juste en train de mener une vie pleine de sens, ou je suis en train de paresser. La semaine dernière, c'était la semaine de rentrée, elle était très très intense à plein de niveaux. J'allais pas bien, quoi. Oui. La semaine était chargée, le week-end était chargé, et hier, je me suis dit, oula, je commence à partir en vrille. Oui, je surchauffe et c'est un truc, c'est un mode de vie. Avant, c'était mon mode de vie, c'était mon quotidien. Et là, c'était de nouveau vu de l'extérieur de je déteste ça, je ne veux plus de ça. Ouais. Ça m'apporte rien. Mais Ouais, avant, j'avais l'impression que si j'étais pas ça, je valais rien. Enfin, c'est que je n'étais pas en train de travailler, c'est que je ne faisais pas du bon boulot. Comme ouais. si le fait de courir dans tous les sens comme une poule sans tête permettait d'être performant. Mais on est vraiment très très fort conditionné par ça, très 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 fort. Oui, Et on se juge beaucoup. Moi, ouais, j'ai mis quasiment 3 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans, ouais, à m'accorder de faire une sieste quand j'étais épuisée. Ça m'est arrivé de faire des siestes des fois parce que j'étais vraiment très fatiguée dans la journée. Sauf que je culpabilisais. En me réveillant, je me disais, ouais, mais t'as dormi et tout. Maintenant, si mon corps réclame une sieste, c'est pas pour rien, donc je lui accorde et je ne culpabilise pas parce que par ailleurs, j'en vois aussi les bienfaits d'être moins fatiguée, d'être du coup plus efficace pour travailler, d'être plus patiente avec mon fils, etc. Mais ça m'a demandé, et pourtant je suis quelqu'un qui prend du temps, moi j'ai toujours pris du temps pour moi,
même en devenant maman, j'ai continué à prendre du temps pour moi, etc. Et malgré tout, il y a encore des jugements comme ça, des petites voix dans la tête, même quand tu n'as plus personne pour te regarder et te dire mais tu n'es pas en train de bosser. Tu as ces voix c'est nos propres voix finalement qui nous jugent, ou des vestiges du passé qui continuent à nous juger, quoi. Ce sont les plus méchantes, hein. En plus, c'est Ouais. il y a cette espèce d'idéal, de mythe de l'indépendant qui est complètement libre et qui fait ce qu'il veut de ses journées. Il n'a plus de patron, sauf qu'on est vite le pire patron qui soit. On est extrêmement dur. Jamais personne dans le monde du travail ne m'a jugé aussi sévèrement que ce que je ne peux juger. C'est un gros déconditionnement de se dire ben regarde, tu peux y aller en mode slow et ça fonctionne quand même. Ouais, c'est ça. Tant que ça fonctionne, tant que tu trouves le rythme qui fonctionne. Ça, c'est quelque chose que tu travailles avec tes clients, cette question du rythme, justement? Elle finit toujours par arriver sur la table parce que c'est pas possible de créer une entreprise et de se créer son entreprise et son mode de vie d'entrepreneur sans s'interroger à un moment donné sur le temps. Et c'est surtout une question en fait on fait du Marie Kondo à ce jeu-là de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je jette parce qu'on est vraiment super doué pour s'encombrer de tas de trucs dont on n'a pas besoin. Ouais. Et c'est comme les objets dans la maison, plus on en a, plus il faut en ranger, plus il faut en dépoussiérer, plus il faut en laver. Et donc on a comme ça des maisons de société de l'opulence où on a besoin d'avoir des maisons qui sont des hangars de stockage, où on déplace d'une armoire à l'autre. Et dont j'aime bien l'approche de Marie Kondo, et c'est la même dans l'emploi du temps, à un moment donné, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui est dans mon emploi du temps et qui me donne du plaisir, et qu'est-ce qui est cette espèce de bibelot que je ne sais où mettre et que je n'arrête pas de déplacer et qui me culpabilise parce qu'il n'est jamais assez bien rangé ou assez propre, quoi. Ben, donne-le, jette-le, recycle-le. Recycle-le. Les débarrassants. Tu n'as pas fait un truc créatif, mais ce machin n'a pas sa place dans ton agenda. Et si tu le gardes dans l'agenda, c'est parce que c'est une série de croyances autour du truc, quoi. Ouais. Et c'est pareil avec tous les objets qu'on garde, parce qu'on a plein de croyances sur le fait qu'on ne peut pas se défaire de ces objets, mais c'est pas écologique de les mettre à la poubelle. Ouais, c'est beaucoup plus écologique de les garder là à vue et de se répéter en permanence. Oui, donc oui, la question de la gestion du temps, elle revient à différents moments en fonction des personnes. Je m'étais demandé à un moment donné si je créais un programme là-dessus. Ok, donc ça revient quand même régulièrement. Ouais, et à ce stade, j'en arrive à la conclusion que non, je ne crée pas de programme parce que c'est vraiment très très personnel. Ouais. D'une part, il n'y a pas de solution toute faite. Et d'autre part, le problème n'est pas le même chez tout le monde aux mêmes endroits. Ouais. Oui, du coup, un programme qui serait collectif ou qui serait un peu en mode automatique, pour toi, ça ne marcherait pas sur cette thématique-là. Et par contre, je me rends compte que quand on est au clair sur les personnes avec qui on a envie de travailler, sur ce qu'on a envie de faire comme boulot, sur l'environnement dans lequel on a envie de bosser, etc., ben, ces choix-là, finalement, on les fait plus facilement parce que c'est quelque chose qui se renégocie tous les jours. Ce qu'on a envie de faire ça se renégocie même à chaque minute, ce que je veux faire dans la minute qui vient. Et le fait de mieux se connaître permet de mieux choisir ce qui sera juste et ce qui ne le sera pas. Ouais. Ça, c'est quelque chose que finalement, avec comment dire, ce fonctionnement-là, c'est une chose avec laquelle tu as grandi dans ta carrière, puisque toi, tu as toujours été à ton compte, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as redécouvert là, le fait d'avoir deux activités en parallèle? Ça t'a fait redécouvrir des notions, ou c'est quelque chose une chose avec laquelle tu étais déjà OK bien avant? C'est un truc avec lequel je me suis vraiment beaucoup battue dans les premières... je suis avocate depuis 17 ans, à mon avis, c'est un truc avec lequel je me suis battue pendant plus de 10 ans. D'accord. Et où j'ai cherché plein de solutions, et où plus je cherchais des solutions, et pire c'était cette question de la gestion du temps. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai posé le constat que certes, j'avais une vie hyper effervescente, où j'arrêtais pas 2 secondes, mais au bout d'un an, j'étais incapable de dire ce que j'avais fait de chouette sur l'année, quoi. Ouais. Tu vois, j'avais cette impression de pédaler, mais de regarder mon guidon et pas le paysage. Ouais. Descends du vélo et regarde le paysage. Ça vaut la peine aussi. Ouais. C'est même ça qui donne un sens à la vie. Hein. C'est pas le fait de donner des coups de pédale pour donner des coups de pédale. Et donc oui, maintenant c'est un truc auquel je fais attention tout le temps. Alors c'est loin d'être parfait. Il y a encore plein
plein de sales réflexes et je crois qu'ils sont là pour toujours. Enfin, c'est humain, mais de me demander, mais ça c'est juste. Et est-ce que, par exemple, je fais super attention maintenant aux personnes que je rencontre. Ma semaine est remplie de personnes que j'ai vraiment envie de voir, pas des personnes que je vois parce que la vie a décidé que ce serait elles qui s'intercaleraient dans mon agenda. Et je fais très attention dans les environnements où je suis à me dire, et ici je me sens bien ou comment je me sens à la sortie de cette rencontre et pourquoi. Et donc, je m'adapte en conséquence. Pareil si je design une offre ou j'aime bien ou j'aime pas, je le sens comment. Alors qu'avant, c'était juste, il faut que je le fasse, point barre. C'est ça. Ce truc a popé dans ma vie, je dois action-réaction, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, tu es passé de la réaction, en fait, j'allais dire à l'analyse, en fait, enfin, plutôt au choix de Ouais, la prochaine action. plus de conscience. Plus de conscience. C'est pas obsessionnel non plus, hein. Oui, oui, oui. Parce qu'avec toutes les injonctions du développement personnel, il y a moyen de repasser dans un autre truc Oui. très, très balisé et Oui. insupportable. Mais oui, Steve Jobs faisait ça aussi, hein. Steve Jobs se demandait tous les jours s'il avait envie de se lever le matin et s'il y avait trop de jours d'affilée où la réponse était non. Il s'interrogeait sérieusement sur le cap à donner à sa vie. Je suis plus dans cette dynamique-là maintenant aussi, quoi. Il y a plus de conscience, c'est moins subi, c'est moins imposé par l'extérieur. Et c'est finalement ce que j'étais allée chercher dans la vie d'indépendante. Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais comme tu disais tout à l'heure, on peut être très, très dur avec ça. On peut aussi avoir des clients qui vont se comporter. Enfin, moi, je sais que j'ai des copines qui sont freelance, qui travaillent en sous-traitance pour des clients, et certains se comportent comme de vrais employeurs, donc elles sont aussi obligées des fois de remettre les points sur les i en disant mais en fait je suis pas ton salarié, je suis indépendante. Donc je pense qu'il y a aussi pour beaucoup d'indépendants cette réalité-là qui fait qu'ils ont des clients qui peuvent vouloir leur imposer des choses. Mais c'est vrai que nous-mêmes on peut avoir effectivement toutes ces croyances parce qu'on baigne dans un monde qui fonctionne comme ça et qu'autour de nous tout le monde fonctionne comme ça. Là où, effectivement, on pourrait s'octroyer plus de flexibilité et surtout vraiment se dire, en fait, qu'est-ce qui vaut le coup que je mette mon énergie? D'ailleurs, dans le club, il y a quelque temps, tu avais eu cette formule où tu te demandais finalement, est-ce que ça vaut le coup que je continue cette action-là enfin, je mets mon énergie, mais je mets pas mon énergie au bon endroit et vers quoi j'ai envie de réorienter mon énergie. Et depuis, c'est vraiment quelque chose qui me trotte en tête et que je me pose régulièrement la question, est-ce que ça vaut le coup que je mette mon énergie là-dedans? Et des fois, ben non, en fait, juste je fais les choses par automatisme parce que j'ai pris l'habitude de faire ça. Et puis des fois, oui, c'est pas forcément confortable, mais ça vaut le coup de mettre son énergie quand même. Parce que c'est une chose, c'est faire des choses qui nous font kiffer, mais des fois, on fait des choses qui nous font pas forcément ni plaisir, mais c'est nécessaire, ou c'est pas confortable, mais on sait que ça va nous faire grandir. Donc c'est pas toujours dans la joie, la bonne humeur et les paillettes, mais ça a du sens en fait. Ça a du sens. Or, on peut vite se retrouver à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Être avec un client qui te traite comme déjà un patron qui traite mal ses salariés, je suis pas d'accord, mais soit. Mais avoir un client qui se prend pour ton patron bourreau, c'est pas normal. Et ce n'est pas normal que le client se comporte comme ça, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, tu as laissé ce client rentrer dans ta vie. Oui. On n'est pas dans un pays où on est soumis aux travaux forcés. Ce client est arrivé parce que tu as souscrit un contrat avec lui. Et je comprends le bazar, hein. Je veux dire, c'est un trip dans lequel je me suis retrouvée des centaines de fois dans ma vie, mais on peut choisir ses clients en fait. Ouais. Alors c'est inconfortable. De nouveau, il y a un paquet de trucs à déconstruire. Ça demande aussi de se dire, ok, mais alors c'est qui le client avec qui j'ai envie de bosser? C'est qui le client qui me fait kiffer? Et puis on arrive à un profil de client tellement précis qu'on se dit, mais c'est pas possible, il y en a que 2 sur la planète. Non, il y en a plein en fait. Ouais, en fait, il y en a plein. Mais ça demande de se connecter en conscience, encore une fois, aux bonnes personnes, de se dire, ok, je fais Marie Kondo dans mon réseau, dans mon agenda, dans mon carnet d'adresses, et les personnes que je rencontre cette semaine, c'est waouh. Et donc ce matin, je me suis levée en me disant, j'ai une interview avec Sophia, yes.
Mais c'est vrai que les rencontres, enfin moi je suis comme toi maintenant, voilà, je fais très attention aux gens dont je m'entoure, que ce soit au niveau perso ou pro d'ailleurs, hein, dans les deux domaines, enfin quel que soit le domaine de ma vie, parce que la vie est assez compliquée comme ça, pour en plus de Mhm. la compliquer avec des relations qui peuvent être euh, difficiles en fait. Ouais, il y a des gens avec qui ça ne matche pas, et c'est ok, c'est pas grave, hein. Il y a plein d'autres gens avec qui ça va matcher et avec qui on va avoir plaisir à se retrouver, etc. Euh, mais ça aussi, ça, c'est un des apprentissages clés pour moi quand je me suis mise à mon compte, tu vois, par exemple, voilà, d'être très vigilante, comme je suis quelqu'un de très sociable, du coup, je vais facilement vers les autres, mais voilà, je peux être très sociable et aller vers les autres dans des événements, et puis je peux faire attention à qui je laisse rentrer dans ma vie, vraiment, pour aller plus loin finalement. Et à qui te donne son avis, parce qu'il y a des avis qui peuvent être très, très... on a tous un avis sur plein de choses. Et il y a des avis qui sont porteurs et il y a des avis qui viennent chercher des choses, qui viennent accentuer des choses déjà compliquées. Ouais. Et nul n'est parfait. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui fait partie de ma liste de relations magiques peut à un moment donné être une relation difficile sur un truc. C'est de nouveau quelque chose, c'est dans la Oui, oui, globalité. oui, bien sûr. Si je reviens systématiquement de telles rencontres en me disant, je Ouais, doute de moi, est-ce que je vais vraiment rester indépendante? c'est Parce que ça. ça me fait 17 ans que je le suis, mais je crois que tous les mois de ma vie, au moins une fois, je me suis demandé si je passais dans le salariat. Ouais. Il y a vraiment des coups de mou. Et il y a des personnes qui sont particulièrement douées pour me faire douter de moi. Il y en a qui sont très douées pour considérer que mes choix de vie ne sont pas les bons. Et alors, c'est insidieux, hein, c'est jamais du frontal, évidemment, parce que sinon, ce serait l'évidence même que ce ne sont pas les bonnes personnes. Mais voilà. Donc, faire attention à qui rentre dans le jardin, c'est super important. Ouais. Oui. Oui, moi, c'était un conseil que j'avais lu ou entendu, je ne sais plus où. Et finalement, je m'aperçois que c'est vraiment un des conseils fondamentaux que j'ai intégré, tu vois, que j'ai pris, de faire attention de faire attention à qui je suis en contact, et de m'entourer de personnes avec qui vraiment, c'est-à-dire, il y a les gens avec qui je suis en contact, je peux aller boire un café, on va discuter, on va échanger, on va se retrouver dans des réunions, etc. Mais après, il y a des personnes vraiment plus proches, avec qui je vais passer du temps, ne serait-ce que des copines entrepreneurs, qui sont d'ailleurs devenues des amies pour la plupart, avec qui on va se retrouver dans des coworking pour bosser ensemble, etc. Et là, je fais très, très attention parce que, effectivement, euh, on ressort pas du tout. À la fin d'une journée de coworking, je ressors pas du tout de la même façon selon les gens avec qui je suis. Et je sais qu'il y a des gens avec qui je peux aller partager un café. Par contre, je vais pas partager une journée entière de travail parce que l'énergie va pas être forcément. Elle peut être propice pour un café, mais pas propice pour une journée de boulot. Euh, donc ouais, ça a été vraiment quelque chose hyper important en fait à réaliser. C'est le plus Mais, précieux dans la vie de l'entrepreneur, hein, c'est son énergie. ouais, D'elle dépend tout. ouais, Elle est à la fois, un peu comme la joie, et d'ailleurs on est dans le même registre, mais elle est à la fois un indicateur de ce que c'est juste. Si mon niveau d'énergie est élevé, c'est que je suis dans quelque chose de juste. ouais, Et elle est à la fois un carburant, et elle est en même temps un carburant nécessaire. ouais. Mais ouais, l'énergie, c'est un truc hyper, hyper important. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on m'a appris sur les bancs de l'UNIF ou même dans mes formations d'entrepreneuriat, hein, de la gestion d'énergie. Or, il y a plein de mangeurs d'énergie. Oui, il y a plein de mangeurs d'énergie. Et plein de boosters Et c'est d'énergie. exactement ce que j'allais dire. Il y a plein de boosters d'énergie. Tu m'as ôté les mots de la bouche. Plein de boosters d'énergie aussi. À la fois dans des choses, des activités, et à la fois dans des personnes qu'on peut effectivement rencontrer. J'ai l'impression que la différence entre les mangeurs et les boosters, c'est que les mangeurs, il n'y a pas besoin de chercher, ils arrivent sans que tu aies rien demandé. Les boosters, ça demande d'être un petit peu plus, Dans la conscience, dans une ouais, un proactive peu plus attentif, peut-être. ouais, Ouais. et En tout cas au début. proactif. Ouais. 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 Ouais, c'est pas mal aussi d'être justement dans la proactivité, donc dans le choix de ce qu'on veut vivre en fait.
Écoute, je crois qu'on arrive au terme de cet Ouais. entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter? Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Alors, merci, c'était super agréable. C'était un chouette moment passé avec toi. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation parce que, surtout pour une première fois, je sais que c'est pas évident de se dire ah, on va faire une interview vidéo. Donc, merci d'avoir joué le jeu. Avec plaisir. Pour les personnes qui nous regardent, je vais vous mettre toutes les informations pour pouvoir retrouver Sophie en ligne sur les réseaux sociaux et sur son site internet. N'hésitez pas à aller la suivre parce que, comme vous l'avez compris, elle a un univers qui est à la fois très coloré et optimiste. Je crois que le mot vraiment qui me vient quand je pense à toi, c'est optimiste. Je ne pourrais pas me faire plus plaisir. Et voilà, donc si vous aimez l'optimisme, vraiment, allez suivre Sophie. Voilà, c'est la fin de cette première interview de cette nouvelle série Expresso Libre et je suis vraiment ravie de l'avoir passée avec toi. Je vous dis à tous et à toutes bonne fin de journée ou de soirée. À très bientôt ici ou ailleurs. Sophie également, si tu as envie d'avoir un mot. C'est toi qui vas fermer cette interview en fait. La vie Avec d'entrepreneur est la plus jolie vie qui soit. C'est une très jolie conclusion. Enjoy. Et bien sur ces mots, on arrête là. Je veux dire l'accompagnement, n'importe quoi, l'interview. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao.